On va commencer. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, il y a quelques personnes ici et pas mal de personnes connectées. Après, le petit délai toulousain va faire que les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, c'est une session dédiée à environnement et cancer. Moi, je suis Julien Mazière, je suis pneumologue et oncologue, donc deux fois concerné, doublement concerné par la thématique. Et on avait fait une session sur pollution déjà dans les mardis de l'Oncopole l'an dernier. Là, on l'a appelé environnement. Et je voulais commencer juste, j'ai qu'une diapo, moi, j'ai le beau rôle, par ce concept que je trouve assez intéressant, que j'ai vu d'ailleurs au congrès de pneumologie, pas la semaine dernière, mais l'an passé, que j'avais trouvé assez intéressant et qui correspond peut-être à la dimension qu'on veut donner à cette réunion. C'est que tout est interpénétré, tout est coordonné. On ne peut pas avoir une approche sur la santé et sur l'environnement sans comprendre que tout est connecté. On s'intéresse ici en tant que médecin à la santé humaine, mais il est évident qu'on ne peut pas s'y intéresser sans s'intéresser à la santé animale et celle des plantes. Bon, on l'a vu avec le Covid. On sait que voilà, la transmission de nombreuses maladies fait que si on ne s'intéresse qu'à l'humain sans s'intéresser à l'animal, on rate quelque chose. Et bien sûr, l'environnement est associé à ça. Tout est intriqué. Et c'est ce que l'on va voir ici. Par exemple, il va y avoir des présentations sur les pesticides, sur différents cancers. On voit bien qu'on ne peut pas avoir une approche médicale complètement indépendante d'être concerné par la santé animale et par l'environnement. Alors en tant que médecin, c'est un peu compliqué parce qu'on a un rôle de médecin, c'est-à-dire classique de détecter, de prévenir et de traiter les maladies liées à la pollution ou à l'environnement. On est aussi acteur parce que nous-mêmes, en travaillant comme médecin, on génère énormément de pollution. Et Valentin va revenir dessus. Donc, si on veut être acteur, il faut également qu'on prenne en compte l'impact de notre activité en tant que médecin ou de l'institution dans laquelle on travaille. Et puis à côté, c'est peut-être un peu plus loin, mais c'est vraiment majeur, notre environnement, les animaux, que ce soit les insectes, tous les vecteurs de maladies infectieuses interagissent énormément là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que les orateurs vont aborder des sujets assez variés. On fait ça à Toulouse parce qu'on est concerné, parce qu'il commence à y avoir des thématiques émergentes dans différentes disciplines sur la pollution. Aujourd'hui, il y a un Nature Medicine qui est consacré, qui est sorti. Alors j'ai vu juste, j'ai pas eu le temps de le lire, j'ai vu juste sur l'épidémiologie des cancers. C'est fait sur 36 pays et ils disent qu'il y a 40% des cancers qui sont évitables. Donc c'est vrai que ça serait quand même, quand on dit qu'on a trop de travail, si on pouvait déjà en éviter, ça serait une action de médecins et de cancérologues très efficace. Alors bien sûr, on connaît le tabac, l'alcool, les UV dans certains pays, et puis bien sûr arrive la pollution qui n'épargne quasiment personne. Alors est-ce que c'est évitable? Oui, si on fait de la prévention, oui, si on essaie de vivre dans des endroits particuliers, oui, si grâce à la pollution on arrive à dépister, et si on a des actions de santé publique. Donc on voit que notre travail de médecin et de cancérologue va s'éloigner un peu de la prescription de traitement, mais il va falloir qu'on prenne ça en compte. Donc c'est Nature Medicine aujourd'hui. Voilà, donc le programme du jour, il y a 4 présentations. Pesticides et cancers hématologiques par Aurore Perrault, donc en hémato. Les cancers du pancréas et facteurs de risque environnementaux par le docteur Mathias Brugel, qui est à Bayonne, qui est gastroentérologue, qui a fait une publi, qui a fait pas mal de bruit l'an dernier et qui sera connecté. L'épiphace et l'oncogénèse avec le professeur Nicolas Delcourt, qui travaille au centre antipoison et toxicovigilance au CHU Toulouse, et l'impact de la prise en charge du cancer bronchique sur le climat. Donc vous avez compris qu'on le prend en sens inverse cette fois. C'est pas le climat sur le cancer, c'est le cancer sur le climat, par Valentin qui travaille dans le service de pneumologie. Voilà. Donc on commence par Aurore.
Bonsoir, donc merci. Alors moi, je suis donc hématologue. Je connais un peu les cancers hématologiques. Je connais quand même pas très bien les pesticides. Mais j'ai appris des choses en préparant ces quelques diapos. Et puis, c'est peut-être une introduction pour d'autres études ou d'autres réunions plus tard. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi nous, ça nous concerne? Moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu. On sait qu'il y a une augmentation de l'incidence de la prévalence de certaines hémopathies et on a l'impression que ça concerne des sujets de plus en plus jeunes, d'où la suspicion du rôle des expositions environnementales. Et pourquoi ce sujet? Il y a aussi un enjeu médical et de santé publique, voire médico-légal, moi Julien vous l'a dit, et médico-légal pour nous, du fait de la reconnaissance en maladie professionnelle. Alors on ne parle pas d'une causalité simple, mais plutôt d'un faisceau d'arguments convergents quand on parle d'augmentation de l'incidence et d'exposition environnementale. Alors, quels cancers hématologiques sont concernés? Donc, pour le lien entre pesticides et cancer, ça va surtout être les lymphomes, notamment non-Hodgkiniens, les myélomes et certaines leucémies. On observe une augmentation globale de ces hémopathies, en particulier chez les jeunes adultes, et ça suggère des contributions environnementales en plus des facteurs génétiques et du vieillissement. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on a l'impression à Toulouse qu'on reçoit des patients de plus en plus jeunes avec un myélome. Alors j'avais alerté mes collègues de l'intergroupe francophone du myélome et puis on avait regardé sur une large cohorte et on m'avait dit tu deviens un petit peu sensible quand tu vois des gens de ton âge, voilà, c'est pas vrai. Et donc j'ai sollicité plusieurs fois Gilles Corr qui a regardé sur sa cohorte toulousaine cytogénétique la proportion des moins de 45 ans. Et donc j'espère que ça ne va pas s'accélérer, mais vous voyez, 2023, on avait 5% de nos patients qui avaient moins de 45 ans, 8% en 2024 et 2025, 12%. Et quand on voit les diagnostics qu'on a fait déjà depuis le début de l'année, je ne suis pas sûre que ça s'inverse. Et donc, ce n'est pas une preuve du rôle des pesticides, mais c'est quand même préoccupant. Alors, quelles sont les données publiées existantes? Il y a un rapport INSERM. Cette version, elle date de 2021 sur les pesticides et les effets sur la santé. Et donc, vous voyez que les pathologies qui sont concernées par un excès de risque les populations concernées par un excès de risque significatif pour ces pathologies sont les lymphomes non-Hodgkiniens, le cancer de la prostate, le myélome, et puis il y a aussi la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les leucémies, et vous voyez que toutes les populations agricoles, les agriculteurs, les applicateurs de pesticides sont listés dans ce tableau. Alors, est-ce qu'on a d'autres études, notamment des méta-analyses, des études de cas contrôle? Alors, il y a une étude, j'allais dire princeps ou très ancienne, qui date de 2007, qui montrait sur une méta-analyse de 13 études cas témoins qui concernaient les années 90 à 2005, un odds ratio à 1,3 pour les cancers hématologiques chez des gens exposés à des pesticides. C'était significatif pour les lymphomes, c'était moins robuste comme comparaison pour les leucémies et les myélomes. Il y a une étude plus récente qui montre aussi un lien, une association entre exposition professionnelle aux pesticides et lymphome non-Hodgkinien. Vous voyez, ça date de 2014 sur une méta-analyse. Et il y avait dans cette étude décrit certains groupes de pesticides, les pétoxyherbicides, organophosphorés et l'indane notamment. Alors, ce qui a permis peut-être de rendre ça plus connu des médecins, des hématologues, du grand public, c'est cette cohorte Agrican qui s'est intéressée en fait aux personnes cotisant à la MSA, la Mutuelle de santé agricole, depuis plus de 3 ans dans 11 départements. Et depuis 2005, il y a eu des envois de questionnaires assez précis. Il y avait 8 pages à remplir. Un premier recueil en 2005-2007, puis un second recueil entre 2015 et 2019. Et il y a certaines personnes qui ont été recontactées en 2021. Ils leur demandaient des détails sur 13 cultures. Donc vous avez le détail, hein, je ne vous le lis pas. Et puis 5 élevages. Et ça leur a permis de voir des liens entre certaines maladies et certaines cultures ou élevages en particulier. Dans ce questionnaire, ils ont recueilli aussi des données générales sur l'alimentation, le tabagisme, la santé, la reproduction, pour essayer de pondérer les choses. Et alors, ce qu'il en sort, si
si je vous montre un peu le résumé. Donc ça, c'est tout cancer confondu, tout département, les nouveaux cas de cancer sur la période 2005-2015. Donc vous voyez que hors cancer hématologique, il y a les cancers de la lèvre, plus 55%. Enfin, c'est plus fréquent que dans la population générale, on est à plus 55%. Les mélanomes, les cancers de la prostate, plus 3% dans cette cohorte. Les lymphomes non-hodgkiniens, plus 9%. Myélome, on est à plus de 20%. Et la maladie de Waldenström, lymphoplasmocytaire, il y a moins de cas, mais on serait à plus de 50%. Donc il y a quand même un signal assez fort sur certaines hémopathies lymphoïdes dites chroniques. Et quand on regarde en détail les différentes maladies, donc ça c'est le myélome, il est retrouvé une association entre la désinfection des bâtiments d'élevage, notamment élevage de bovins, moutons, chèvres, les machines à traire, ainsi que le traitement de semences comme le colza, le blé, l'orge. Et puis vous voyez l'application de pesticides en champ, maïs, pommes de terre, blé, orge, colza. À droite, c'était pas significativement associé. Donc ils l'ont fait pour tous les groupes de maladies. Je vais vous montrer aussi les lymphomes B diffus à grandes cellules, où là c'est plus la vigne, le tabac, un petit peu encore les moutons et les chèvres. Il y a moins de risques pour la volaille. Donc c'est plus le vin pour les lymphomes. Et pour les leucémies lymphoïdes chroniques, ça ressemble plutôt aux lymphomes, donc la vigne aussi, mais aussi les traitements de semences, maïs, tournesol, blé, orge, et l'application de pesticides sur animaux, donc les chevaux, et puis l'application de pesticides dans les semis également. Donc bon, tout ça, ça montre en tout cas à ce stade une association entre certains élevages et certaines cultures et ces hémopathies malignes. Et donc, quand on en est là, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, premièrement, pour les patients, il y a quand même déjà une reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, vous connaissez probablement ce tableau 59 qui permet de faire reconnaître une hémopathie maligne liée à la profession d'agriculteur. Donc, avec quand même quelques critères. Donc, au départ, les premières reconnaissances, c'était seulement les lymphomes. Je crois que c'était 2015 peut-être, ou même un peu avant. Et 2019, se sont rajoutés aussi les myélomes. Alors les critères médicaux de reconnaissance, il suffit entre guillemets d'avoir cette maladie et d'avoir des critères d'exposition. Donc il faut avoir été exposé pendant au moins 10 ans et on peut être pris en charge jusqu'à un délai de 30 ans. La liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie est indicative, donc il n'y a pas besoin de, entre guillemets, prouver une exposition. Mais quand nos collègues de maladies professionnelles font les certificats pour les déclarations, ils s'attachent à bien reconstituer l'histoire et l'exposition professionnelle. Alors ça, je crois qu'on le savait un petit peu tous. On a un petit peu moins de données sur combien de patients ça concerne. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de source unique. Mais ce que j'ai trouvé sur ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, donc qui assure l'indemnisation ensuite, en termes de statistiques, c'est a priori assez faiblement reconnu entre 2007 et 2016, donc 88 hémopathies pendant toute cette période. 2020-2023, on a beaucoup plus de demandes déposées, plus de 1900 demandes, avec a priori 80% d'accords dans les dossiers. 2023, il y aurait plus de 600 demandes et en 2024, plus de 900 demandes, de toutes maladies confondues. Donc voilà, il y a des sources diverses, des documents de l'Assemblée nationale, Prescrire, France Agricole. Je ne crois pas que l'INRS fournisse des statistiques par année plus précises. J'avais trouvé sur leur site des données, mais vraiment très anciennes. Donc les agriculteurs, je pense qu'il faut les référer en consultation de maladies professionnelles pour essayer d'écrire et puis de déclarer, de les indemniser. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il y a aussi une possibilité de reconnaissance hors tableau. Donc c'est possible via le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc c'est une instance indépendante qui est composée d'un médecin conseil de l'assurance maladie, un médecin inspecteur du travail, un praticien hospitalier. Et on peut saisir ce comité régional quand on a une suspicion d'association avec une maladie non inscrite à un tableau. Par exemple,
un cancer hématologique qui va être associé à une exposition professionnelle non listée, c'est-à-dire les gens qui ont une profession hors régime agricole, les pompiers, les agents municipaux. On en reparlera. Moi, j'ai un patient très récemment qui était sapeur-pompier professionnel. Et c'est vrai qu'il est arrivé en me disant « j'ai été exposé à tel insecticide ». J'étais un peu dubitative, mais en fait, il a été très, très bien reçu en maladie professionnelle. Il y a un certificat de plusieurs pages qui permet de saisir le RRMP. On verra la décision, mais avec une liste de toutes ces expositions à tous les insecticides dans le cadre d'une activité en fait de gestion de délogeage de nids de frelons. Et après sa retraite, il en avait fait son activité d'auto-entrepreneur accessoire. Alors la deuxième situation, c'est quand la maladie est inscrite à un tableau, mais que les conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire que la durée d'exposition va être inférieure à 10 ans, la durée minimale requise, ou que le délai de prise en charge est dépassé, ou qu'on a une exposition atypique ou discontinue qui ne permet pas de l'inscrire dans le tableau 59. Donc, pour cette reconnaissance, il y a des critères pour ce comité qui doit conclure que la maladie est grave, donc c'est toujours le cas pour les cancers, qu'il y a un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle, mais il n'est pas demandé une preuve scientifique formelle, il n'est pas demandé une exclusivité causale. Il faut mettre en avant la prépondérance du rôle professionnel dans la survenue de la maladie. Et le comité raisonne en faisceau d'arguments. Donc les exemples concrets, c'est ces sapeurs-pompiers exposés aux insecticides, les applicateurs non agricoles, et les expositions accidentelles ou atypiques. Alors bien sûr, quand on parle de causalité, c'est toujours difficile à prouver. Les expositions, elles sont mal mesurées. Il y a une longue latence. Il y a beaucoup de facteurs confondants qui peuvent augmenter le risque ou favoriser la transformation en cancer, donc l'alimentation, la sédentarité, le stress, tous les autres polluants. Et donc c'est très compliqué pour faire des études. Et quel type d'études peut-on faire pour avancer ? C'est un peu une question que je vous pose aussi, si certains ont des idées. On sait que les grandes cohortes prospectives peuvent amener des arguments. Il y a des approches exposomes qui peuvent aider. Il y a des études, et je sais que le groupe du lymphome fait une large étude REALISA qui essaye aussi de mettre en évidence des expositions. Il peut y avoir aussi des données médico-administratives sur le SNDS qui permet une puissance statistique avec vraiment une représentativité des données géographiques, un suivi long, mais les données d'exposition, elles sont vraiment indirectes. On ne peut pas seulement dire en fonction du lieu d'habitation qu'on est exposé. Donc tout ça, c'est compliqué. Il y a des facteurs confondants. Et ce qu'on sait par contre, c'est que, donc ça c'est plutôt ma conclusion, il y a une association solide entre l'exposition aux pesticides et la survenue de lymphome non-Hodgkinien et de myélome. La reconnaissance officielle comme maladie professionnelle, ça a été un grand pas pour les patients agriculteurs, mais il y a aussi ces possibilités de faire de la reconnaissance hors tableau 59. La causalité, elle est complexe, mais on a des faisceaux d'arguments convergents. Et je crois, sans vouloir faire de la politique, que le principe de précaution est légitime et que je ne sais pas jusqu'où va notre rôle de médecin dans les discussions actuelles de la loi du plomb, des autres choses qui se dessinent au niveau national et européen. Alors pour aller plus loin, si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'expertise INSERM. Les documents sur la cohorte agricane sont facilement consultables sur Internet. C'est bien expliqué, c'est bien fait, c'est accessible aussi pour les patients, je trouve. Il y a des méta-analyses lymphome pesticides surtout, et quelques synthèses pédagogiques sur des sites comme Génération Future. Dans les perspectives, est-ce qu'on pourrait discuter aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des études régionales ? Comment les faire ? Est-ce que le réseau Onco-Occitanie pourrait aider ? Est-ce que le Cancéropole Grand Sud-Ouest, il y aurait un intérêt ? L'équipe de Bordeaux est, on sait, très active aussi sur ces sujets, la Fédération de cancérologie, ou collaborer avec des équipes qui sont plus, en tout cas que moi, compétentes dans l'étude des pesticides, de l'exposition, de l'exposome, etc. Voilà, merci pour votre attention. Merci Aurore. Est-ce qu'il y a des questions pour Aurore ? J'ai une question. Merci Aurore. Comment tu mesures le risque relatif en fait ? Est-ce que j'ai répondu à la question en fait. Est-ce qu'il y a un risque relatif associé
Est-ce qu'on peut mesurer l'association entre du pesticide et la survenue d'un lymphome? Est-ce que ça se mesure en risque relatif? Quels sont les indicateurs en fait? Ben, ce qu'on trouve dans les études, c'est des odds ratios, effectivement, donc c'est l'équivalent. C'est des études cas témoins, mais c'est compliqué en fait de Ouais. dire quelle personne a été exposée, pas exposée. Quand c'est une exposition professionnelle et a fortiori, quand j'ai pas parlé des moyens de prévention individuels, mais c'est quelque chose qui est aussi beaucoup étudié en consultation de maladies professionnelles. Est-ce que il y a eu une exposition, mais est-ce que vous portiez un masque, est-ce que vous portiez des gants, une blouse, etc. C'est très complexe en fait. Moi, je ne sais pas trop, je ne sais pas répondre à cette question. Pour le tabac, on le sait, à peu près, non? En fonction de l'empoussièrement, on sait que... Non, c'est vrai que le tabac, à la fois on le sait, puis on le quantifie. Chaque année, il y a des unités qui sont... Voilà, sachant qu'il n'y a pas de seuil non plus, puisqu'on considère que... même en dessous d'un paquet année, on augmente le risque. Après, c'est vrai que pour les particules fines 2,5, quand on interroge un patient, on n'arrive pas à le quantifier. On peut dire j'ai habité là ou là, mais on n'a pas un chiffre équivalent de paquet année. Et sur les pesticides, non plus. Donc, c'est effectivement, comme tu dis, c'est des faisceaux d'arguments. Donc, c'est, je ne sais pas. Et c'est multifactoriel par définition, puisqu'ils cumulent parfois certains facteurs de risque. C'est compliqué. On a besoin des toxicologues et des scientifiques aussi pour mesurer ça, mais je ne sais pas s'il y a des initiatives. Moi, j'avais une question sur la génétique des hémopathies des agriculteurs notamment. Est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'il y a des traits récurrents? Et est-ce que, comme ça, instinctivement, on dirait que c'est plutôt de haut risque, mais est-ce que ça a été évalué, ça? Alors, dans le myélome, non. Réalisa, je ne sais pas. Ces données, elles ne sont pas publiées et je ne sais pas. Dans le myélome, non, mais ça vaudrait le coup, je pense, d'essayer de retrouver comment... Ouais, sur AgriCan, mais ils n'ont pas corrélé à des données non plus cliniques, biologiques précises. Et puis la cytogénétique, comme tu le sais, ça ne date pas non plus de 2005. Enfin, on n'a pas... Donc oui, c'est des choses à faire. Et pour les myélomes, que tu vois le plus, il y a une différence dans la présentation clinique ou biologique entre un myélome potentiellement induit par une exposition aux pesticides versus un myélome... Chez les agriculteurs, je dirais non. Enfin, en tout cas, les 3 derniers sur les 6 derniers mois qu'on a envoyés, plus le dernier qui n'était pas agriculteur, mais qui avait été exposé dans le cadre de l'activité sapeur-pompier plus auto-entreprise, ils n'avaient pas des cytogénétiques de ultra haut risque. Moi, je pense que ce n'est pas le seul facteur. Et quand on parle environnement, il y a peut-être, on plaisante à moitié parce que c'est pas marrant, mais en RCP parfois en disant qu'on a certains endroits, on a l'impression qu'il y a beaucoup de patients qui ont des myélomes de haut risque. Dans le 82, donc on plaisante en disant Golfech, en disant Total, etc. On fait une étude régionale en ce moment pour essayer de regarder où il y a des cas de myélome depuis 2 ans. Mais précisément, pas juste le département, avec l'adresse, etc. Je ne sais pas si on trouvera quelque chose. Lucie, à midi, nous parlait de patients voisins, qui avaient plusieurs voisins qui avaient un myélome. Il y a quand même quelque chose qu'on suspecte, mais pour l'instant, on n'a rien démontré. D'autres questions? Vas-y. Moi, j'avais juste une question sur les fleuristes, parce que finalement, ils ne cotisent pas à la MSA, ils ne sont pas agriculteurs, ils sont exposés à des pesticides et puis peut-être même des pesticides interdits en France. Est-ce que vous en avez vu une surincidence de ces myélomes chez cette population? Alors, moi, personnellement, non. Et hors myélome, il y a eu cette histoire d'une femme qui avait été fleuriste et qui avait probablement été exposée pendant sa grossesse avec ça a été reconnu pour que son enfant avait probablement été exposé in utero, en tout cas. Donc je sais que pour le fonds d'indemnisation des pesticides, il y a aussi une part d'exposition anténatale qui peut être prise en compte. Nous, pour le myélome, pour l'instant, je n'ai pas cette donnée. Parfait. Donc, merci beaucoup Aurore. On va passer donc en visio avec le docteur Mathias Brugel sur cancer du pancréas et facteurs de risque environnementaux. Donc, il va nous rapporter son expérience et donc ses travaux qui avaient été largement communiqués l'an passé.
Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Hop, là, je vais partager mon écran correctement. Par là. Rebonjour docteur. On est avec vous, on vous voit, on voit vos slides Super. et on vous entend. Donc c'est à vous. Merci Génial. beaucoup. Ok. Allez, je repars au début. Super. Enchanté, je suis le docteur Mathias Brugel, je suis gastro-entérologue. Merci au docteur Éluin de m'avoir invité à venir vous parler au mardi de l'Oncopole. Je suis très heureux d'être alors présent à distance, mais de participer au moins à vos discussions. Je suis gastro-entérologue à l'hôpital de Bayonne. Je suis oncologue digestif et je suis aussi en dernière année de thèse de sciences à l'université de Lille en épidémiologie. La première question à laquelle je souhaiterais répondre, c'est pourquoi s'intéresser aux facteurs de risque environnementaux dans le cancer du pancréas? C'est parce qu'on a un nombre de cas qui est en très forte augmentation. Entre les années 90 et 2023, on a multiplié le nombre de nouveaux cas chez l'homme par 2, 3 chez la femme. Probablement que cette augmentation est encore plus importante avec les nouvelles données de Santé publique France de 2023, ce sont sur les données de 2015. On a un vieillissement et un accroissement de la population qui n'explique clairement pas cette augmentation de risque. On dit qu'environ c'est un tiers de cette augmentation qui est due aux évolutions démographiques de la population, en particulier le vieillissement de la population. Et puis, une évolution dissociée avec les facteurs de risque conventionnels qu'on connaît. Je prends l'exemple du tabac. Le tabac est un grand pourvoyeur de cancer du pancréas, comme l'obésité, comme le diabète. Ce sont des facteurs de risque évitables et on en parlait initialement avec les 40% de cancer évitable. Le cancer du pancréas fait probablement partie de ces candidats où il pourrait y avoir beaucoup de cancers évitables. On note sur ce graphique de droite que vous pouvez voir sur les cancers ORL qui est publié par Santé publique France sur des données de 2023, qu'il y a une décroissance des cancers ORL pour les patients de 40 ans et 50 ans. C'est la courbe rouge et la courbe noire que vous voyez en train de décroître. On sait que ces cancers ORL sont fortement liés à la consommation de tabac et d'alcool. Et si on regarde au contraire les évolutions, alors ici aux États-Unis, des cancers chez les plus jeunes, les moins de 50 ans, on note plutôt une augmentation chez les patients les plus jeunes pour le cancer du pancréas. Si on prend comme référence la cohorte de naissance de 1955, c'est-à-dire les patients nés en 1955, est-ce qu'ils font des cancers comparativement aux patients qui sont nés dans les années 80, 90 ou 70? On note une augmentation du risque pour les cohortes de naissance les plus récentes. Et cette augmentation, on la retrouve aussi chez les patients français pour des patients jeunes. Quand on regarde une fois de plus ces données de Santé publique France, on voit que les courbes que vous voyez de couleurs différentes qui correspondent aux différentes classes d'âge sont en fait parallèles, alors que le cancer du pancréas, c'est plutôt une maladie de la personne plus âgée, des patients qui ont en médiane d'âge 70 ans. On remarque que chez les patients qui ont 40 ans pour les femmes, par exemple, cette augmentation est de plus 3,3% tous les ans depuis 1990 en moyenne. Donc, résultat, c'est une augmentation qui est quand même importante et parmi tous les cancers du sui jeune, ça fait partie des cancers qui montent particulièrement fort. Alors, c'est quoi un facteur de risque au final environnemental? Facteur de risque, c'est-à-dire tout facteur qui augmente la probabilité de développer une maladie. Et je rebondis sur la question qui a été posée en premier. Ce caractère insidieux du facteur de risque environnemental empêche la bonne mesure d'un risque relatif qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire les facteurs de risque physiques, chimiques, biologiques qui sont extérieurs à l'individu, qui ne peuvent raisonnablement pas être contrôlés par lui, mais qui peuvent affecter sa santé. Vous pouvez demander à un patient s'il fume, vous pouvez faire un diagnostic d'obésité à l'examen clinique, mais vous ne pouvez pas demander simplement à un patient est-ce que vous buvez une eau contaminée tous les jours en telle substance? Est-ce que vous respirez un air pollué? Ça, c'est quelque chose qui va être difficile dans notre consultation quotidienne. Et donc, comme le recueil de l'exposition est difficile, la mesure d'association de risque va être difficile. Il y a un autre concept qui est important, qui est l'exposome. C'est ce concept qui englobe toutes les expositions aux facteurs de risque et aux facteurs environnementaux sans forcément être des facteurs de risque au cours de la vie, qui sont par opposition des facteurs non génétiques. Donc. Et pour terminer sur cette première question, ça me permet de rebondir sur ça. Au final, générer ce faisceau d'arguments va reposer sur l'accumulation de preuves, de différentes preuves qui
entre elles, vont constituer ce faisceau de causalité qui va pouvoir, par un groupe d'experts, être déterminé comme probable et avéré. C'est ce qui se passe avec le Centre international de recherche contre le cancer. On a parlé du tabac, par exemple. Le tabac est un cancérogène de type 1 avéré, et on sait qu'à partir de la première cigarette, on augmente son risque de développer un jour un cancer. Et donc, ce faisceau d'arguments, c'est est-ce que la cause suit l'exposition, le cancer suit l'exposition? Est-ce qu'on a des mécanismes physiopathologiques? Est-ce que quand on augmente la dose, on augmente le risque? Est-ce qu'on a des synthèses de publications qui vont pouvoir affirmer ce risque, etc. Donc, le portrait, au passage, est le portrait de Bradford Hill, qui est l'épidémiologiste et statisticien britannique qui a donné son nom au critère de Bradford Hill, qui permet de déterminer la causalité, puisque ce terme de causalité devient parfois un gros mot quand on parle de facteurs de risque environnemental, puisqu'on est tous effrayés à déterminer cette causalité sans avoir suffisamment d'arguments. Et c'est un sujet qui est devenu épineux et très sensible et politisé. Les facteurs de risque environnementaux, au final, de cancer du pancréas, je pourrais vous en parler de plusieurs, sans forcément vous donner le niveau de certitude qu'on a sur la causalité. J'ai décidé, moi, de vous parler de produits phytosanitaires, donc de pesticides. On en a un peu parlé avant, et ça va être intéressant d'avoir une perspective sur un autre primitif. Mais j'aurais pu vous parler de PFAS. Alors, on va avoir une excellente présentation après, et je serais très curieux de l'entendre et de discuter. Les métaux lourds, on a beaucoup parlé de cadmium. Le cadmium est un métal lourd qui est présent dans notre environnement, mais qui est aussi rajouté par les actions humaines dans l'environnement. Et on peut avoir des contaminations plus importantes qui peuvent engendrer des maladies. Il y a des méta-analyses qui montrent une association entre cancer du pancréas et augmentation de l'exposition au cadmium. Alors, elles sont plutôt faibles en termes de méthodologie, mais elles montrent ce lien-là, la pollution atmosphérique, les microplastiques, les nanoplastiques, etc. Donc, je vais vous parler de produits phytosanitaires plutôt. Si on retrace la littérature, on a très bien parlé des cas témoins avec cette synthèse de la littérature qui a été faite juste avant avec les cancers hématologiques. En effet, il y a beaucoup eu aussi de cas témoins qui ont été publiés sur adénocarcinome du pancréas, AP, et produits phytosanitaires. Au final, les cas témoins rétrospectifs vont avoir tendance à surévaluer le risque, avec des autres ratios qui ne sont pas tout à fait la même chose qu'un risque relatif, un rapport de cote, qui vont être la plupart du temps élevés, alors il y a peut-être un biais de publication, mais en tout cas élevés dans la littérature qu'on peut lire. Il y a ensuite eu des grandes cohortes d'agriculteurs, là aussi on en a bien parlé, il y a eu la cohorte Agrican, il y a eu d'autres méta-analyses de cohortes d'agriculteurs qui permettent de retrouver des sur-risques pour certaines pathologies, mais étrangement, opposé au cas témoin, un sous-risque pour le cancer du pancréas, qui est significatif. Alors, il faut modérer ce résultat-là. Il y a aussi possiblement des biais dans Agrican qui sont à considérer, mais c'est une information qui est importante et qui est plus robuste que les cas témoins, donc à prendre très sérieusement. Et puis enfin, il y a un dernier niveau de preuve que je vais très légèrement détailler avec une cohorte qui s'appelle une cohorte K-control ou Nested Case Cohort. C'est une cohorte où on prend une population générale, dans le cas de la cohorte EPIC, on prend 500 000 personnes, et on va les suivre dans le temps, et au début du suivi, on fait une prise de sang. Par exemple, on fait des questionnaires, et on essaie de déterminer si ensuite, en suivant ces gens dans le temps, on détermine s'ils ont un événement d'intérêt, et ici, par exemple, des cancers, et donc il y a eu 500 cas de cancer du pancréas dans la cohorte EPIC. Et donc il y a une augmentation, alors on calcule là aussi des odds ratios ajustés pour le transonaclore, qui est particulièrement connu, car c'est un organochloré qui est aujourd'hui interdit depuis les années 90-2000, et il y a une franche augmentation du risque de développer un cancer lorsqu'on a une quantité plus importante de transonaclore dans le sang. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de cette accumulation de faisceaux, d'arguments. Alors, pour la cohorte EPIC, on a une grosse puissance statistique, on a une nested case cohort design, ça veut dire que c'est la manière de construire une étude épidémiologique qui est parmi les plus robustes. On a fait de l'appariement 2 pour 1 avec 1000 témoins pour 500 cas. On a cette relation dose-effet. Vous voyez que les odds ratios augmentent avec le quartile d'exposition. Plus on est exposé, plus on va avoir ce odds ratio qui va augmenter. Parfois de manière non significative, c'est présent avec le bêta-HCH qui est un autre organochloré en dessous. Mais pour vous dire que voilà, c'est une accumulation de preuves qui va permettre de faire tout ça. Alors moi, j'aimerais vous parler des deux études qu'on a eu la chance de mener au CHU de Reims d'une part et au CHU de Lille dans le cadre de ma thèse d'autre part. La première étude, c'est l'étude PestiPac.
on a cherché à mesurer de nouveau les pesticides organochlorés, déterminer s'ils ont un lien avec le cancer du pancréas. On a pris 26 cas, donc patients atteints de cancer du pancréas, qui ont une maladie résécable, qui vont aller à la chirurgie. Et on a appareillé ces 26 cas avec 26 témoins qui avaient tous une chirurgie bénigne, par exemple une remise en continuité du tube digestif après une stomie, pour autre chose que le cancer bien entendu, une cholécystectomie, j'en passe. On les a appareillés sur l'IMC de manière stratifiée et sur l'âge, et on a mesuré dans ces deux populations la quantité de pesticides organochlorés qu'ils avaient dans la graisse et dans les urines. Alors les pesticides organochlorés, il faut savoir qu'ils ont la particularité d'être lipophiles. Lipophile veut dire qu'ils vont se piéger dans la masse adipeuse et vont rester piégés pendant plusieurs années avant d'être dégradés et parfois arriver dans une impasse métabolique. On a screené 345 pesticides organochlorés chez les prélèvements de graisse de ces cas et de ces témoins. On a fait une analyse statistique qu'on a ajustée bien entendu et on a ajusté ça au testing multiple pour éviter de se retrouver avec des valeurs qui sont associées faussement. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que les deux populations sont comparables, mis à part le diabète qui est très légèrement plus représenté chez les cas que chez les contrôles. La deuxième information intéressante, c'est qu'on trouve des pesticides organochlorés. Je vous rappelle que tous les pesticides organochlorés sont interdits depuis plus de 20 ans. On les retrouve chez tout le monde. Qu'on soit cas ou qu'on soit témoin, on détecte au moins une molécule chez tout le monde. Ces molécules anciennes et interdites sont connues pour être dangereuses. C'est pour ça qu'elles ont été interdites. Et puis, on va arriver à la conclusion de notre étude, qui est qu'on trouve cette association statistique entre 4 molécules organochlorées et une association statistique avec le fait d'avoir un cancer du pancréas. Et donc, on va retrouver une association pour le 4,4-DDE, qui est un dérivé du DDT, qui est un insecticide qu'on utilisait il y a bien longtemps pour le paludisme, la malaria. On l'utilise encore dans certaines parties du globe parce que c'est le moyen encore le plus efficace de se débarrasser de certains moustiques. Le Mirex, qui est aussi connu sous le nom de perchlordécone, et le transnonachlore ou le cis-nonachlore, qui sont deux isomères du nonachlore. Et donc, transnonachlore devrait vous rappeler ce qu'on a vu dans la cohorte épique, qui montrait une association statistique déjà. Et donc là, on retrouve dans la graisse des patients atteints de cancer du pancréas plus de pesticides que chez les témoins. Pendant la précédente présentation, on a eu aussi le fait qu'on pouvait utiliser les données du SNDS. Alors en effet, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, l'exposition est difficile à déterminer. On s'est quand même proposé de le faire. On a pris la base du PMSI, donc je vous rappelle, le PMSI, on prend les informations administratives qui sont générées par les patients lorsqu'ils viennent à l'hôpital, ils reçoivent un diagnostic, ce diagnostic est lié à un code, et ce code nous permet de localiser les malades sur une carte. On peut calculer des incidences standardisées, déjà représenter sur une carte les endroits où on retrouve plus ou moins de cas de cancer du pancréas, par exemple. On arrive aussi, de notre côté, à trouver l'exposition aux pesticides, parce qu'on a une base nationale en France qui s'appelle la base nationale de vente des produits phytosanitaires, qui est accessible librement, et on arrive à savoir dans quelle zone géographique on achète plus de pesticides ou moins de pesticides. Et on a fait, en fonction de la surface agricole, un espèce d'indice, dont on va parler juste après, qui détermine un petit peu les endroits où on est plus, on a une plus grande utilisation des pesticides par hectare et les zones dans lesquelles on a un peu moins d'utilisation. Et on va ajuster tout ça sur des covariables. On va utiliser des modèles, alors les modèles de poissons hiérarchiques spatio-temporels bayésiens, nom bien barbare pour vous parler de méthodes bayésiennes qui sont opposées aux méthodes fréquentistes dans ce type d'études-là. On va avoir une carte qui correspond à gauche, l'indice PEXI, celui qu'on a créé à partir de nos données, et à droite, l'indice Solagro, qui est un autre indice qui existe. Et on voit qu'en fait, ces cartes, elles montrent la même chose. L'avantage de l'indice PEXI, c'est qu'il est disponible sur plus d'années que l'indice Solagro. Mais au final, on voit qu'on est très comparable par rapport aux indices qui existent déjà dans la littérature. Et ça, c'est intéressant pour affirmer qu'on arrive à bien approximer notre exposition. Qu'est-ce qu'on retire comme information de cette étude? Deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est que la répartition des cas de cancer du pancréas est très hétérogène sur le territoire. On a beaucoup de cas autour de la région parisienne, dans le centre et sur le bassin méditerranéen. Et la répartition n'est donc pas du tout homogène et donc on n'arrive pas à déterminer aujourd'hui pourquoi il y a plus de cas dans certaines zones géographiques que dans d'autres. Donc ça ouvre de nouveau la place à l'étude des facteurs de risque environnementaux et pas seulement les facteurs de risque environnementaux pesticides, mais aussi plein d'autres facteurs de risque environnementaux. Et je suis
ouvert à vos propositions. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a montré des associations statistiques qui sont robustes, dans le sens où elles ont un intervalle de confiance qui vont être assez faible. Alors, bien sûr, il y a des limites à cet indice d'exposition et on pourra en discuter, mais tout pesticide confondu, on a une augmentation du risque de 1,4% par quelques kilos par hectare de plus d'utilisation de pesticides sur une parcelle donnée. Donc, résultat, on va augmenter ce risque-là en fonction de la quantité de pesticides qu'on va utiliser. Et pour reprendre l'argument de la dose effet qu'on a vu avec le transmonopeur dans la cohorte épique, on retrouve aussi cette dose effet pour la quantité cumulée de pesticides, par exemple. Si on tranche en tertile l'exposition, on retrouve que le tertile le plus exposé, il a plus grand risque de développer un cancer du pancréas que le tertile le moins exposé. Je veux conclure avec simplement une mise en perspective en se demandant si au final c'est seulement un problème de facteur de risque. Ce n'est pas qu'un problème de quoi? Quel facteur de risque? C'est aussi un problème de chez qui? On parle beaucoup d'interaction gène-environnement. On n'est pas tous égaux face à un facteur de risque. Il y a des gens qui fument pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans, ils ne développent jamais de maladies liées au tabac. Il y a des patients qui fument moins longtemps et qui développent des maladies liées au tabac. C'est exactement la même chose avec les pesticides, sauf que c'est encore plus difficile à mesurer. C'est une notion de dose. On a parlé de génotoxicité, de seuil de référence, de une cigarette qui augmente le risque. Ce seuil toxicologique de référence, il est plus difficile à monter, à mettre en place pour les facteurs de risque environnementaux ou les pesticides. Il y a une notion de timing qui est important. Quand est-ce qu'on est exposé? Est-ce que c'est la même chose d'être exposé à 70 ans, 30 ans ou 0 année de vie? Est-ce qu'au final, être exposé avec la même dose, on développe le même risque? Pendant combien de temps? Est-ce qu'une faible dose sur une longue période va être aussi dangereuse, plus dangereuse, moins dangereuse qu'une très courte période, très forte dose? Pour le cancer du pancréas, on n'en sait rien. Et avec qui? Avec quel autre facteur de risque? Je vous ai dit par exemple que les organochlorés étaient accumulés à l'intérieur de la graisse. Est-ce qu'au final, l'obésité, qui est lui aussi un facteur de risque de cancer du pancréas, ne devient pas synergique avec l'exposition aux organochlorés? Au final, plein de questions qui restent sans réponse et qui ouvrent la discussion. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup, c'est vraiment très clair et merci pour le petit cours méthodologique aussi, très utile. C'est passionnant en fait. Alors moi j'ai une remarque en regardant vos cartes. En fait on a le sentiment que ces facteurs de risque ils sont chimiques. Et je regardais la carte de France et en fait un des endroits de France où il y a le plus de radioactivité tellurique c'est la Bretagne, le massif armoricain. Et là il y a une incidence qui est effondrée, donc on se dit le cancer du pancréas il n'est pas dû à l'irradiation. Est-ce qu'il y a une surincidence chez les pilotes, voilà. Donc, la réponse, je ne sais pas, vous l'avez, mais en tout cas, la question se pose. Et quand on regarde cette carte, on se dit intuitivement, ce n'est pas radio-induit. Donc, si ce n'est pas radio-induit, c'est métabolique. Et la question, c'est maintenant, est-ce que la nouvelle frontière, finalement, ce n'est pas d'étudier en profondeur, avec des outils biologiques sophistiqués, le métabolisme de tous ces toxiques? Voilà. C'est un peu compliqué comme question. Non, je suis d'accord sur le fait que on n'a pas l'impression que l'exposition au rayon X soit au rayon. Alors X, parce que je vous parle de ça, parce qu'il y a eu des études aussi qui ont été faites sur l'exposition au rayon X en radiologie. On n'a pas l'impression qu'il y ait d'association avec le cancer du pancréas. Et puis le pancréas, c'est un organe qui est bien enfoui au milieu de l'abdomen. Est-ce qu'au final, il n'a pas une tendance à être protégé par les autres organes environnants? Je vous dis ça, ça me vient en tête comme ça, j'ai aucune preuve de ce que j'avance. Je suis d'accord avec vous sur le fait que la prochaine étape, c'est d'avoir une analyse métabolomique fine pour comprendre à quoi nos patients sont exposés et avoir d'autres données comme la cohorte EPIC. Il y a une grande cohorte qui est la cohorte E3N, par exemple, en France, qui va chercher à déterminer les facteurs environnementaux auxquels les femmes en particulier sont exposées, puisqu'il y a un surrisque aussi plus important chez les femmes. On peut penser qu'il y a des facteurs hormonaux qui vont interagir avec les facteurs de risque environnementaux. Donc il y a plein de questions qui sont encore en suspens, et c'est pour ça que je reviens sur la multidisciplinarité qui a été évoquée lors de la précédente présentation. Elle est fondamentale. Toxicologue, environnementaliste, médecine du travail, chercheur fondamental, je mets tout ça dans le même sac, clinicien, tout ça, il faut qu'on collabore plus. Oui, ça c'est sûr. Donc ça amènerait à considérer finalement
d'aller regarder dans ces voies métaboliques s'il n'y a pas des polymorphismes dans des gènes de détoxification, dans des voies métaboliques particulières qui seraient spécifiques à des patients plus à risque, qui accumuleraient. Par exemple? Voilà. Enfin, est-ce qu'il y a des pistes là-dessus? On sait que ça, on connaît depuis longtemps l'histoire du métabolisme des xénobiotiques, mais est-ce que pour ça, pour ces composés-là, on a des pistes? Pas à ma connaissance. Alors, j'ai une connaissance qui est très parcellaire de cette littérature-là, mais ça ne me dit rien et je suis peut-être pas capable de répondre précisément à votre question. On a l'impression qu'on est encore loin au final de considérer ce type de choses, puisqu'on a déjà du mal à mesurer qui est exposé, qui n'est pas exposé. Donc, on se dit que probablement la première étape, c'est de mesurer qui est à risque avant de rentrer plus en profondeur. Mais je suis entièrement d'accord, ça serait extrêmement intéressant pour déterminer qui est plus à risque, c'est qui élimine mieux au final. C'est vrai que sur le pancréas, il y a quand même un sujet majeur qui est l'épidémiologie actuelle, hein, de l'augmentation. Donc, on est obligé de rechercher. Alors, c'est vrai que là, il y a un biais sur la soirée, sur l'environnement, mais bon, bien sûr, il y a aussi l'alimentation, tout ce qui va autour. Mais Tout c'est à vrai fait. que l'épidémie de pancréas est quand même, comme de certaines maladies hémato, est quand même troublante. Ouais. Tout à fait. Est-ce que c'est extra, enfin, entre, ouais, ouais. Est-ce que les données sont extrapolables à d'autres pays sur l'épidémiologie et sur les facteurs de risque? Est-ce qu'on a l'impression que, je ne sais pas, La, 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 les pays viticoles ou, enfin, je sais pas, on retrouve, il y a des points communs ou c'est un peu random? la France fait partie quand même de, alors, je dirais peut-être pas OVNI, mais en tout cas particulier pour cette augmentation d'incidence. On a tenté de l'expliquer par plein de facteurs différents. Au final, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui colle particulièrement. Et donc, d'où la question qui reste en suspens épidémiologique pour comprendre cette épidémiologie particulière du cancer du pancréas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sur vos travaux, là, la prochaine étape, c'est, puisque c'est la fin de la thèse, Alors, vous avez... la thèse est Est-ce que la consacrée localisation au Pays Basque vous donne des idées pour travailler sur d'autres facteurs de risque? Oui, oui, on prend bien l'air au Pays Basque, donc j'ai plein d'idées. En fait, on cherche à détecter des clusters de cancer digestif du sujet jeune et en essayant d'utiliser des méthodes statistiques un peu plus pointues, déterminer s'il y a des endroits en France où il y a des clusters de cancer du sujet jeune et savoir si ces clusters sont associés à des expositions environnementales. Donc, j'espère soutenir ma thèse à la fin 2026 et vous reparler de mes travaux rapidement. Très bien, merci beaucoup. Merci de vous être connecté et d'avoir partagé ces données importantes. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et maintenant, donc, Nicolas Delcourt sur les fameux PFAS et l'oncogénèse. En attendant que la bonne diapo s'affiche. Donc moi je suis Nicolas Delcourt, je suis professeur de toxicologie clinique, biochimie et chef de service du centre antipoison et de toxicovigilance de la région Occitanie. Et je travaille en recherche plutôt sur l'impact des expositions aux polluants sur le vieillissement, puisque je travaille dans l'unité INSERM CERPOP, dans l'équipe aging, donc au sein de l'Institut hospitalier universitaire qui étudie le vieillissement et puis si possible le vieillissement en bonne santé. Voilà, et donc on va parler des PFAS, de leur exposition, de la contamination humaine et puis éventuellement des liens avec différentes pathologies dont le cancer. Et donc simplement, moi je vais partir d'abord des polluants pour aller vers leurs effets toxiques, et en parlant d'abord de quelques définitions, parce que on entend souvent parler des POP. Les POP, ce sont les polluants organiques persistants, en fait, qui ont une définition réglementaire et pas du tout chimique ou physique ou structurale. Et ce terme POP, en fait, il recouvre un ensemble très hétérogène de substances, mais qui possèdent toutes 4 propriétés. Elles sont persistantes.
c'est dans le nom, c'est-à-dire que la substance se dégrade lentement, voire pas du tout. Elles sont bioaccumulables, donc ces substances, elles vont s'accumuler au sein des êtres vivants, que ce soit les végétaux, les animaux et donc les humains. Elles exercent effectivement des effets toxiques, notamment à long terme, hein, pas particulièrement à court terme, sauf pour des expositions très importantes, uniques. Et puis elles sont mobiles, c'est-à-dire qu'on les retrouve partout, elles diffusent partout sur la planète, même dans des zones très éloignées de leur site de production et de relargage. Alors, ces POP, en fait, elles ont été définies il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années, dans ce qu'on appelle la Convention de Stockholm, qui est un des programmes des Nations Unies pour l'environnement et qui a été ratifié par un ensemble de pays, dont la France, et donc qui interdit l'utilisation d'un certain nombre de substances. Au départ, il y en avait uniquement 12, hein, qu'on appelait les Dirty Dozen, avec des noms que vous reconnaîtrez, hein, le DDT, qui a été très utilisé pour démoustiquer notamment la Camargue, les PCB, les dioxines, des choses qu'on retrouve, des contaminants de l'alimentation. Et donc ces substances-là sont interdites d'utilisation dans les pays qui ont ratifié cette convention, y compris donc interdire la production, la mise sur le marché, leurs utilisations dans des produits secondaires. Et puis depuis 2009, il y a 9 nouvelles substances qui ont été ajoutées, des substances assez connues aussi, hein, comme la chlordécone, hein, le chlordécone, on dit d'ailleurs, qui touche beaucoup les Antilles, puisque l'utilisation a été prolongée. Et c'est assez scandaleux, on peut le dire, en Martinique notamment, hein, pour traiter les plantations de bananes. Le lindane, qui est une substance qui est interdite depuis 2009, mais comme ça a été dit précédemment, on la retrouve encore dans l'air et notamment dans la région toulousaine. Si vous faites des mesures de lindane dans certaines zones céréalières, de culture céréalière, vous retrouvez du lindane dans l'air. Et puis, 2 substances PFAS, on va voir ce que c'est, le PFOS et le PFOA. Donc, ces composés, ces PFAS, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire substance per- et polyfluoroalkylée, c'est-à-dire que là, par contre, ça va répondre à une certaine composition chimique. Ce sont des molécules qui contiennent tous des groupes donc fluoroalkylés, vous avez les structures, mais en fait, qui vont recouvrir des milliers et des milliers de substances aux structures en fait chimiques assez différentes et assez hétérogènes malgré tout, sachant qu'en plus ces substances sont quand même un peu dégradées, mais que leur métabolite, on va dire, leurs produits de dégradation, par contre, finaux, peuvent être semblables. On entend souvent parler du TFA, c'est l'acide trifluoroacétique, qui est un produit de dégradation commun à pas mal de ces molécules, et lui ne se dégrade pas. Alors ces substances PFAS, elles n'existaient pas avant les années 50 puisqu'elles ont été produites uniquement par l'homme. Ça n'existe pas à l'état naturel. Et depuis 1950, eh bien, on n'a pas cessé d'utiliser et de produire ces substances PFAS pour des applications industrielles. Et on les retrouve dans énormément de produits de consommation courante. Les textiles, puisque ce sont des molécules qui ont des propriétés qui interviennent entre la phase solide et la phase liquide, donc pour leurs propriétés imperméabilisantes, notamment tout ce qui est Gore-Tex par exemple, c'est des PFAS. Les emballages alimentaires aussi, puisque ça évite de contaminer et de mouiller, que ce soit avec les lipides ou avec les produits lipophiles ou hydrophiles, les emballages, et donc de garder les aliments consommables. Les mousses anti-incendie, on parlait du risque de certaines professions. Eh bien, les pompiers, les sapeurs-pompiers sont très à risque d'exposition au PFAS parce que les mousses anti-incendie sont très concentrées en ce type de substance. Les gaz réfrigérants, les revêtements anti-adhésifs, les cosmétiques qu'on se met directement sur la peau, les dispositifs médicaux, on parlera tout à l'heure des effets des activités de soins sur l'environnement, mais on pourrait aussi en parler sur la contamination en ces substances-là, dispositifs médicaux notamment implantables, hein. Et puis aussi les produits phytopharmaceutiques, parce que ces produits, substances PFAS, sont aussi utilisés comme pesticides. Des fois, on distingue un peu les deux, mais dans les pesticides, il y a aussi des PFAS. Alors, ils viennent de nos activités industrielles, des activités humaines. Vous voyez ici une carte
qui avait été publié, qui avait fait la une du Monde il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, et qui montre l'état de la contamination en Europe. Et on reconnaît ici, bien sûr, les anciennes zones industrielles, le nord de la France, la Belgique, la vallée du Rhin, la zone de l'Italie du Nord, là, la Vénétie, qui est un vrai hotspot européen en ce qui concerne les PFAS. Et puis, comment est-ce que nous, humains, sommes exposés à ces substances PFAS? Par toutes les voies d'exposition, ingestion, exposition cutanée, voie respiratoire, donc inhalation. Mais tout de même, si on hiérarchise, 90% quand même par voie alimentaire, que ce soit par consommation des aliments contaminés, y compris l'eau du robinet. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier, eh bien, on dose les PFAS de façon réglementaire. Les PFAS sont réglementés dans l'eau du robinet avec un seuil à 100 nanogrammes par litre qui a été choisi malgré tout pour faire en sorte que la plupart des eaux du robinet restent potables. Mais on aurait pu aussi choisir une autre seuil. Vous voyez ici, en fait, sur ce schéma, on produit des PFAS qui vont être rejetés par les fumées industrielles, qui vont se retrouver également à contaminer les sols et les nappes phréatiques, qu'on va retrouver ensuite dans l'eau, qui vont contaminer également, on parlait de One Health au tout début, mais c'est une contamination des sols, c'est une contamination des végétaux, c'est une contamination aussi des animaux et des poissons. On va aussi donc avoir des sols pollués qui vont eux-mêmes contaminer les fruits, les légumes. Il faut rappeler aussi qu'on utilise ces PFAS et qu'on asperge les terres et les légumes et les fruits de ces mêmes PFAS qui vont se retrouver du coup dans notre assiette. Si on les fait cuire, éventuellement, on va utiliser une poêle au téflon pour faire cuire tout ça. Le téflon, c'est des PFAS. Et puis, on aura comme ça 90% de notre exposition par voie alimentaire, le reste étant la voie cutanée, textile, produits cosmétiques, et l'inhalation, ben, c'est ce qu'on a dans l'air. Et tout ça, eh bien, forcément, fait que la totalité, ou la quasi-totalité en fait, de la population mondiale est contaminée au PFAS. Si on regarde ce qui se passe, y compris les ours polaires, donc pour vous dire que vraiment tout le monde est contaminé. Et quand on regarde ce qui se passe en France, eh bien, il y a une étude qui a été menée par Santé publique France il y a quelques années, qui s'appelle l'étude Esteban, qui a montré que sur 744 adultes, eh bien, tout le monde avait au moins 5 substances PFAS dans le sang circulante. Et alors, on pourrait imaginer, est-ce que finalement, c'était quelque chose qui concernait plutôt les personnes plus âgées, années 60, 70, 80 ? Mais en fait, non, la contamination, elle se poursuit, puisque dans cette étude, il y avait une population aussi d'enfants pédiatriques, donc âgés de 6 à 17 ans, et ils sont également contaminés par ces mêmes PFAS. Et puis, on voit même que pour certains de ces PFAS, le PFDA, eh bien, on a y compris une contamination dans le percentile, le 10e percentile, c'est-à-dire la tranche de la population la moins contaminée. Donc cette contamination, elle se poursuit, et c'est normal, puisqu'en fait, on n'a qu'une accumulation de ces PFAS, puisqu'il n'y a pas de dégradation ou très peu. On en a donc dans le sang, on n'en a pas que dans le sang. En fait, dans le sang, ici, je vous ai montré, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à ça, on a un fort pourcentage de liaison aux protéines plasmatiques. En fait, il y a des sites de fixation des PFAS sur l'albumine. Et donc, ces PFAS, en fait, sont transportés dans le sang par l'albumine, qui est la protéine majoritaire du sang, et qui, avec un fort volume de distribution, c'est-à-dire que on a des PFAS qui vont se stocker dans différents organes, y compris donc chez l'homme, et y compris au niveau du système nerveux central, du cerveau, puisqu'il y a un passage de la barrière hémato-encéphalique de ces substances-là. Alors, est-ce qu'il est dû à une augmentation de la perméabilité de cette barrière hémato-encéphalique, ou est-ce que ça passe directement? C'est pas tout à fait bien résolu encore comme question. En tout cas, on sait qu'il y a une accumulation qui est liée à l'âge, comme on le voit ici, enfin, on le voit, ou en tout cas je vous le dis, dans des études qui ont été menées en Asie. Et puis nous, on a pu, sur quelques patients, parce qu'en collaborant avec des neurochirurgiens qui font des ponctions lombaires chez certains types de patients, on a pu récupérer des échantillons de liquide céphalorachidien, et on a dosé avec un laboratoire partenaire à Nantes la présence de ces PFAS dans ce liquide céphalorachidien, et on en a retrouvé chez tout le monde. Dans des patients qui sont dans la région toulousaine, qui n'est pas connue pour être un hotspot particulier en PFAS.
Alors, ces PFAS, ils font partie de on a parlé des pesticides, mais ils font partie de la grande famille des perturbateurs endocriniens. Ce qui est connu, tout n'est pas connu du tout sur les PFAS et surtout pas sur leur mode d'action. En tout cas, on sait qu'ils activent, ils ont pour cible des récepteurs nucléaires principalement, des récepteurs qui vont être impliqués, type famille des rétinoïdes, donc qui vont être impliqués dans la prolifération cellulaire, d'autres dans le métabolisme. Et donc, c'est pas étonnant de retrouver comme principaux effets, mais c'est aussi les plus étudiés, des liens avec des perturbations hormonales, que ce soit au niveau thyroïdien, que ce soit au niveau des hormones sexuelles, du coup, avec pas mal d'associations, de corrélations qui ont été faites entre taux de PFAS sanguin et maladies, déjà infertilité, maladies gynécologiques comme l'endométriose notamment, et puis des effets sur la lactation. Ils auraient également pour cible certains récepteurs des oestrogènes, qui sont aussi des récepteurs nucléaires, et il y a des liens avérés avec certains cancers du sein. Des maladies métaboliques. Très clairement, il y a des associations, des corrélations qui ont été bien démontrées entre taux de PFAS sanguin et dyslipidémie, syndrome métabolique. Il y a une hépatotoxicité aussi également. Et puis immunologique et inflammatoire, comme on va l'avoir. Ce qui a été très étudié aussi, mais aussi quelque chose que je connais mieux, ce sont les effets neurotoxiques de ces PFAS qu'on verra un petit peu après. Alors, ces PFAS, ils jouent un rôle, puisqu'on parle un petit peu de cancérologie et d'oncogénèse, dans des grands mécanismes qui sont impliqués dans la tumorogénèse, c'est-à-dire qu'ils exercent des effets pro-inflammatoires en activant la libération de cytokines pro-inflammatoires, en augmentant la production de radicaux libres, en étant promoteur de différents événements moléculaires comme la pyroptose notamment. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va favoriser une inflammation chronique, une inflammation de bas grade qu'on retrouve dans un certain nombre de pathologies. Et puis au niveau immunitaire, il a bien été montré que un taux de PFAS en fait diminue l'immunité, notamment la réponse immunitaire adaptative, et ça a été montré notamment dans des études qui compare en fait l'efficacité vaccinale chez des patients en fonction de leur niveau de PFAS. Et il y a une moins bonne efficacité vaccinale, ça a été beaucoup étudié pendant le Covid notamment, moins bonne efficacité vaccinale chez les patients qui ont des forts taux circulants de PFAS. Quand je dis PFAS, je parle vraiment de la famille des PFAS, parce qu'il y a 12 000 PFAS, et donc très sincèrement, on ne sait pas lesquels sont impliqués. Peut-être tous. Quelque chose qui est très important quand on étudie les effets de l'environnement et pas seulement les PFAS, c'est de savoir un peu à quel moment de la vie un patient a pu être exposé. Parce que, en fait, les effets ne sont pas exactement les mêmes et même pas du tout les mêmes en fonction de l'âge d'exposition, que ce soit pendant la vie fœtale. Ici, j'ai montré un exemple avec le système nerveux central, mais on aurait pu dire la même chose avec le système endocrinien. En fait, quand vous êtes exposé pendant la vie fœtale, eh bien, ce sont des périodes qui correspondent à la neurogénèse, à la mise en place des synapses, donc la synaptogénèse, d'autres mécanismes comme ça. Et donc, on va plutôt observer des troubles neurodéveloppementaux chez ces patients exposés pendant la vie fœtale. Quand on va être exposé plutôt pendant la puberté, ce sont d'autres mécanismes développementaux ou d'adaptation, d'optimisation des circuits neuronaux qui vont se développer, et donc les effets ne seront pas tout à fait les mêmes. Il y avait quelque chose qui avait été très édifiant, c'est ce qu'on voit un petit peu à droite en fait. C'est une étude qui a montré qu'une exposition pendant les 2 premières années de la vie à des PFAS était à risque de développer des troubles de l'attention, des troubles dits TDAH, alors qu'on ne retrouvait pas ce risque chez les enfants lorsqu'ils étaient exposés après l'âge de 4 ans. Donc vraiment des effets aussi à prendre en compte. C'est très difficile quand on essaie de faire des liens entre exposition aux facteurs environnementaux et développement de pathologies, de savoir à quel moment, on le disait déjà avec la pathologie et la reconnaissance de pathologie professionnelle, mais alors quand il faut en plus savoir à quel moment de la vie ils ont été exposés, c'est encore plus difficile. Et puis à la toute fin,
eh bien, l'accumulation, les effets cumulatifs chroniques de cette exposition sur justement eh bien, des maladies chroniques et donc le vieillissement. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un vieillissement en bonne santé à un vieillissement en moins bonne santé? Eh bien, c'est l'accumulation alors de nos choix, mais aussi d'autres choses qui ne sont pas nos choix, et notamment les expositions environnementales comme les PFAS qu'on ne maîtrise pas, qui sont invisibles et sur lesquelles on ne peut pas agir comme ça a priori. Alors, PFAS et cancer, on a deux PFAS qui sont classés cancérigènes par la classification CIRC. Le PFOA qui appartient au groupe 1, donc cancérigène avéré. Le PFOS qui est classé 2B, possible cancérigène par un peu manque de données. Et puis la question, eh bien, c'est les 12 000 autres PFAS. En fait, les 12 000 autres PFAS, ils ne sont pas classés tout simplement parce qu'il n'y a aucune donnée, ni qui montre qu'il n'y a pas d'effet, ni qui montre qu'il y en a. Et c'est très certainement que dans les années à venir, on va avoir d'autres qui vont se greffer à ces deux PFAS cancérogènes. C'était quand même important que les deux premiers soient classés parce que ça permet quand même par analogie de se dire, et quand on parle de principe de précaution justement, eh bien, quand on sait qu'on a deux substances PFAS qui sont cancérogènes, avérées ou possibles, eh bien, on peut se dire que les autres très certainement le sont aussi. Alors, les associations entre PFAS, quand on parle aussi de données environnementales et de pollution et de pathologie, il y a deux façons de regarder. Il y a l'exposition et il y a l'imprégnation. L'imprégnation, c'est difficile, il faut doser le toxique, le contaminant, dans le sang ou dans des tissus. L'exposition, il faut essayer de mettre en relation eh bien, des données possibles d'exposition, de contamination, donc dans l'air. On le fait, ça se fait beaucoup en pneumologie, par exemple, avec les particules fines, mais aussi, pourquoi pas, dans l'eau du robinet. C'est ce qui a été fait ici et qui est présenté. Une association entre taux de PFAS présent dans l'eau du robinet et incidence des cancers aux États-Unis. Et donc, il y avait des liens qui ont été établis, statistiques, épidémiologiques, avec des cancers ORL, cancers hépatiques et digestifs, et puis une différence aussi en fonction du sexe, plutôt à risque, bon, évidemment, cancer de la prostate chez l'homme, mais aussi de glioblastome et de leucémie, alors que chez la femme, c'était plutôt une augmentation des cancers thyroïdiens qui a été mise en évidence. Cancer digestif, alors, pourquoi ? Parce que c'est aussi finalement la barrière intestinale qui est la première à être au contact de ces PFAS issus des expositions par ingestion. Et donc, il a été montré que ces PFAS, ils vont entraîner des modifications, notamment du microbiote, avec une perte de la diversité de cette flore intestinale, une modification de la barrière chimique et notamment une diminution de la sécrétion de mucus, une altération également de la structure de ces cellules et donc une augmentation de la perméabilité et donc du passage de tous les toxiques dans la circulation sanguine et puis une diminution de l'immunité. Une fois qu'ils sont dans l'organisme, eh bien, ces PFAS, ils vont pouvoir rentrer dans toutes les cellules par diffusion passive via leurs propriétés physico-chimiques. Vous voyez ici, ils vont se coller à la membrane à bicouche lipidique et ils vont pénétrer par diffusion passive à l'intérieur de la membrane et donc activer leurs récepteurs ou inhiber plutôt les récepteurs nucléaires. Ils vont jouer sur le métabolisme énergétique, la chaîne respiratoire mitochondriale, diminuer la production d'ATP, augmenter la production de radicaux libres. Et puis également un autre mécanisme qui est mis en jeu, c'est une modification de l'homéostasie calcique intracellulaire avec toutes les conséquences sur les voies de signalisation liées au calcium, notamment en neurobiologie, mais dans d'autres cellules aussi. Ça, je vais passer parce que je crois que je suis un peu long. Voilà. Et donc, un exemple ici de ce qui a été démontré sur des neurones dopaminergiques, où on voit que les PFAS ont aussi plusieurs cibles. Ils vont modifier l'homéostasie calcique intracellulaire, notamment en modifiant la perméabilité des canaux calciques au calcium et en permettant une grande entrée de calcium à la fois en pré-synaptique et en post-synaptique, en augmentant la mobilisation des stocks intracellulaires de calcium qui sont stockés dans le réticulum sarcoplasmique, en augmentant les propriétés des récepteurs de l'inositol triphosphate.
Et puis également, ils vont modifier la transmission glutamatergique en agissant sur les récepteurs NMDA du glutamate. Et tout ça va entraîner des effets notamment d'excitotoxicité et une dégénérescence neuronale. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de liens établis entre PFAS et maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Si on revient au cancer, et notamment au cancer hépatique, alors je vous ai choisi de montrer cette étude parce qu'elle est quand même intéressante. Elle montre aussi des choses qu'on peut faire et qu'on peut répéter pour d'autres types de cancers ou sur des plus larges cohortes. C'est une étude qui avait pour but de quantifier 9 PFAS chez 116 patients, donc circulants, sanguins, chez 116 patients atteints de cancer du foie versus 400 patients contrôle. Et donc, il a été mis en évidence une corrélation entre les niveaux sériques de PFAS et le risque de survenue d'un cancer du foie. Et puis, ces chercheurs ont également réalisé des études métabolomiques qui ont permis de montrer également que les PFAS modifiaient le métabolisme de la méthionine. Alors, la méthionine, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la régénération du glutathion avec ses propriétés à la fois d'élimination des xénobiotiques, mais aussi protecteur hépatique et antioxydant. Et puis également sur le métabolisme des phospholipides avec toutes les dérégulations métaboliques, notamment dans le métabolisme du cholestérol et des sels biliaires, par exemple. Et puis, je voulais finir quand même en vous montrant deux études qui montrent que ces PFAS, bien sûr, ils vont promouvoir des effets néfastes sur la santé, et notamment peut-être des tumeurs, mais ils sont aussi impliqués peut-être dans la résistance aux traitements pharmacologiques et notamment aux chimiothérapies, parce que il a été montré, et ça je le savais avant de préparer cette présentation pour d'autres pathologies et d'autres types de traitements pharmacologiques, mais ces PFAS, en fait, ils vont augmenter la synthèse et l'adressage à la membrane de protéines d'efflux, notamment les protéines PGP, qui sont impliquées dans l'élimination en fait des molécules et des médicaments hors des cellules et qui vont du coup limiter l'efficacité de ces traitements. Et ça a été montré ici, alors dans des modèles in vitro et in vivo de deux types de cancers, du pancréas, cancer colorectaux, avec c'est pas molécule dépendant en fait. Les PGP, de toute façon, agissent sur la plupart des médicaments. Voilà, donc là aussi, des voies de recherche à développer parce que la résistance aux traitements médicamenteux, c'est quand même un champ de recherche en soi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait nous dernière diapo donc qui reprenait un peu tout, mais simplement pour dire que en ce qui concerne le vieillissement, une étude qu'on est en train de mettre en place là, qui va débuter en 2026, qui s'appelle GERO-PFAS, va permettre de quantifier en fait la quantité, le taux de 18 PFAS dans le sang des 1000 participants de la cohorte Inspire de l'IHU vieillissement. Et ça va nous permettre d'essayer de faire des liens entre taux de PFAS et puis trajectoire du vieillissement, que ces trajectoires du vieillissement se regardent au niveau clinique, mais aussi au niveau biologique, puisqu'on travaille beaucoup sur l'âge biologique, avec notamment les SASP, là, donc, c'est-à-dire les protéines qui rendent compte d'un phénotype de sénescence, l'inflammation, l'épigénétique, la fonction mitochondriale. Et donc ça va permettre peut-être d'essayer de regarder comment une contamination en PFAS peut orienter la trajectoire du vieillissement, toute pathologie confondue, chez l'homme. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses, moi en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions ? Une question vraiment bateau. On jette toutes ces poils Tefal alors ? Moi je comprends pas pourquoi on les a encore en vente dans les supermarchés et pourquoi on peut encore les utiliser. Mais on utilise encore des pesticides de la famille des PFAS autorisés actuellement, et je pense que c'est pas près de s'arrêter vu les pressions actuelles. On parlait de loi du plomb tout à l'heure, c'est exactement ça, mais il y en a d'autres. Et puis on continue aussi à les utiliser dans nos vêtements comme imperméabilisants, et on a des vestes Gore-Tex, tous ou presque. Enfin voilà, donc
C'est très difficile, les PFAS, parce qu'on les retrouve partout. C'est vraiment très compliqué. Quand on fait de la médecine, c'est ça, par rapport aux métaux lourds, quand on fait de la médecine environnementale, en fait, on a très peu de leviers d'action, notamment thérapeutiques. On n'en a quasiment aucun, à part peut-être avec quelques métaux lourds. Ce qu'on essaye de faire surtout, c'est d'identifier la source d'exposition pour limiter ensuite l'exposition aux toxiques. Donc si c'est le cadmium, si c'est le plomb, on arrive assez bien à trouver la source d'exposition, à la limiter. Pour les PFAS, c'est quasiment impossible puisqu'il y en a partout. Voilà. Pas très positif, mais... Après, enfin, nous, sur le poumon, Voilà. il y a quand même l'amiante qui est interdite depuis Voilà. 25 ans et on continue à avoir une épidémie de mésothélium parce que même quand on interdit, il en reste. oui, il en reste. Il y a des pays dans lesquels c'est encore produit. Enfin, bon, donc Et si on interdisait aujourd'hui définitivement les PFAS, de toute Oui, il y en façon, aurait, il y a 60 ans de relargage de PFAS sur lesquels on ne peut pas voilà, modifier. On n'a pas encore d'épurateur de PFAS. Alors peut-être dans l'eau du robinet, ça pourra éventuellement arriver, mais pour le reste, non. Très bien. Des questions? Bon, mais merci beaucoup Nicolas, c'était très instructif. Et on finit par comment dire, un travail original de Valentin sur donc, notre propre impact en tant que médecin avec le prisme du cancer du poumon sur l'impact carbone et le climat. Bien droit. Merci. Et donc, merci beaucoup. Donc, en effet, je suis Valentin Luin, je suis pneumologue et oncologue dans le service de pneumologie à l'hôpital Larrey. Donc, je vous propose de prendre en effet le problème dans le sens inverse et de réfléchir non pas à l'impact de l'environnement sur notre santé, mais l'impact de la santé ou du système de soins sur l'environnement avec un focus sur le climat. Et je vais vous présenter une étude qu'on a menée dans le service. Je vais m'attarder un petit peu en introduction sur pourquoi s'intéresser à l'impact des soins sur le climat avec 3 assertions ou 3 affirmations qui sont volontairement un peu disruptives ou caricaturales, mais que je vais essayer de justifier. Et donc la première, c'est de dire que les soins d'aujourd'hui créent les malades de demain. Bon courage pour justifier ça. Ici, je pense, personne ne remettra en cause l'existence d'un changement climatique et de son origine anthropique, qui est lié à l'émission par l'homme de quantités astronomiques de gaz à effet de serre et qui provoque un réchauffement global. Aujourd'hui, on est à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Sur les continents, c'est un peu plus. En France, on est autour des 2 degrés. Et ce réchauffement, dans les décennies à venir, alors il n'est pas très vieux, hein, il a quelques décennies à peine, et dans les années à venir, il dépend essentiellement des décisions qu'on va prendre aujourd'hui dans son ampleur. L'inertie du système climatique fait que, même si on arrêtait complètement les émissions de gaz à effet de serre, il y aurait quand même un réchauffement qui perdurerait pendant quelques années, mais qui viendrait à se stabiliser. Et plus on émet de gaz à effet de serre, plus l'intensité de ce changement climatique va être important. On parle beaucoup du CO2. Il n'y a pas que le CO2 qui réchauffe l'atmosphère. Il y en a 7 des gaz à effet de serre. Mais pour parler la même langue quand on parle de réchauffement climatique, eh bien, il y a 2 méthodologies, une française et une anglo-saxonne, qui ont été mises au point pour convertir le pouvoir de réchauffement de ces gaz à effet de serre en kilogrammes équivalent CO2 et qu'on parle tous la même langue quand on parle de changement climatique et d'impact des activités humaines sur ce changement climatique. Alors, le changement climatique, ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que c'est avant tout un problème de santé publique. Ça intervient ou ça va entraîner des perturbations en termes de santé publique sur différents points, notamment sur les systèmes agricoles qui sont très basés sur la prévisibilité du climat, et notre sécurité alimentaire est extrêmement remis en cause par le changement climatique, et donc avec des risques de malnutrition ou de dénutrition qui sont très importants et qui sont croissants au fur et à mesure que les températures augmentent. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a également les maladies vectorielles que vous connaissez. On parle de maladies vectorielles à moustiques dans le sud de la France notamment, les événements climatiques extrêmes, la pollution de l'air qui est aggravée par le changement climatique, la qualité de l'eau et des aliments, et les vagues de chaleur extrêmes.
C'est tellement un problème de santé publique que tous les ans, le Lancet consacre une revue entière aux effets du changement climatique sur la santé. Et le changement, je cite le Lancet, hein, le changement climatique représente la principale menace pour nos systèmes de santé à l'heure actuelle et met ou compromet les avancées en termes de santé publique qu'on a fait au cours de ces 50 dernières années. Or, soigner les gens émet des gaz à effet de serre, donc participe activement au réchauffement climatique. Dans le monde, c'est à peu près 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est plus que ça, c'est 8% de l'empreinte carbone nationale qui est induite par le système de soins et le système de santé. Et quand on découpe ces émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit que la principale source d'émissions, ce sont nos prescriptions, c'est-à-dire les médicaments et les dispositifs médicaux que l'on va utiliser dans notre activité quotidienne. Ça, c'est lié au fait qu'on ne prend pas en compte uniquement les émissions de gaz à effet de serre directes par les hôpitaux, mais de toutes les chaînes de valeur sur l'ensemble de leur cycle de vie, depuis la production jusqu'à l'utilisation. Vous avez ensuite l'hôtellerie de l'hôpital, l'alimentation des patients, les transports qui arrivent en troisième position, etc. Deuxième affirmation qui justifie qu'on s'intéresse au sujet, c'est de dire que sans changement, la médecine actuelle est vouée à disparaître avec l'épuisement des ressources fossiles. La médecine, c'est une science, mais la santé, c'est un marché, et c'est un marché qui est mondialisé, avec des chaînes de valeur qui sont très largement mondialisées, des principes actifs qui sont produits à l'autre bout du monde, notamment en Asie, et utilisés partout dans le monde. Et cette mondialisation, elle ne peut fonctionner que parce qu'on a des énergies fossiles, c'est-à-dire épuisables, en grande quantité, principalement le pétrole, et que donc, le jour où, ça arrivera bien un jour, puisque le pétrole ne se renouvelle pas tout seul, il n'y en aura plus, ou il sera trop cher d'aller le chercher, eh bien, le système tel qu'il est aujourd'hui ne pourra plus fonctionner de la même manière. Et la dernière assertion, qui est un peu plus politique, c'est de dire qu'en Europe et a fortiori en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, comme le dit la maxime, mais que donc, en utilisant cette énergie, on finance des puissances ou des pays extérieurs qui, pour le dire de façon consensuelle, n'ont pas des intérêts toujours alignés aux nôtres. Ça, c'est juste un petit schéma. Alors, je cite souvent les travaux du Shift Project parce qu'ils creusent énormément le sujet et à ma connaissance, ce sont les travaux qui sont les plus aboutis sur la thématique. Voilà, pour vous dire que les 2/3 des principes actifs qu'on utilise sont produits en Inde et en Chine et sont transportés par avion ou par bateau absolument partout dans le monde. Et que c'est extrêmement lié à ces énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre quand on les utilise. Et vous avez ici les 16 pays qui sont fournisseurs de pétrole en Europe et en France. Et je vous laisse faire la liste des pays qui sont amis ou moins amis et qu'on finance par notre activité. Donc c'est suite à ces observations qu'on a fait dans le service une petite étude qui est une étude environnementale comparative et qui cherche à évaluer l'empreinte carbone de la prise en charge du cancer bronchique. On a en parallèle essayé de modéliser qu'est-ce que deviendrait cette empreinte carbone si on se mettait à dépister ce cancer bronchique pour diagnostiquer des maladies plus précoces. On l'a mené en collaboration avec un cabinet de conseil en stratégie carbone qui s'appelle Monde de Nouveau et avec le soutien de l'Institut Saint-Jacques à Toulouse. Donc, comme toute étude environnementale comparative, on a commencé par faire ce qu'on appelle un diagramme des flux, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est le parcours des patients depuis la première imagerie, la première suspicion de cancer jusqu'à leur traitement. Et donc, vous avez, c'est un peu petit, mais je vais essayer de détailler. Vous avez ici un patient potentiel chez qui on va découvrir une anomalie à l'imagerie thoracique. Il va avoir tout un tas d'examens complémentaires pour diagnostiquer ce cancer, faire le bilan d'extension, arriver à un diagnostic
précis et ensuite une prise en charge. On a séparé ou modélisé 2 situations caricaturales. La première, le patient est opérable. Donc on a une maladie de stade 1 ou 2 qui va avoir une chirurgie, éventuellement une chimiothérapie adjuvante et derrière un suivi. Deuxième situation, le patient est métastatique non opérable et donc va être traité par des traitements systémiques, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée. Vient s'ajouter à ce parcours-là un parcours qui est imaginaire mais qui sera très prochainement mis en place en France, qui est celui d'un dépistage organisé du cancer bronchique chez les patients fumeurs, c'est-à-dire qu'on va réaliser chez des patients à fort risque de cancer bronchique qui ont un niveau de tabagisme assez élevé, des scanners à intervalles réguliers, de façon à diagnostiquer le plus précocement possible une maladie cancéreuse pulmonaire. Donc si on fait ce calcul, on prend en compte l'ensemble du parcours de soins de ces patients, et bien, sur le CHU de Toulouse en 2022, on a traité près de 1300 patients pour un cancer du poumon, ce qui correspondait à 6466 tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire à peu près 5 tonnes d'équivalent CO2 par patient. Alors juste pour vous donner une idée, parce que c'est des chiffres qui ne parlent pas beaucoup, un Français en moyenne sur une année émet 10 tonnes de CO2. Petite parenthèse, si on voulait être en accord avec les accords de Paris et limiter le réchauffement à 2 degrés, ce qui est ce que le droit international nous demande, il faudrait qu'un Français en moyenne émette 2 tonnes de CO2 par an. Donc 5 fois moins. Et les médicaments et dispositifs médicaux, dans notre étude, comme on s'y attendait, représentent 59% de ces émissions. Je vous ai mis en comparaison ce que ça représente comme émissions. Donc c'est 3600 allers-retours Paris-New York, 800 000 allers-retours Paris-Berlin en train, ou 200 millions d'épisodes de Game of Thrones en streaming. Maintenant, si on sépare nos 2 groupes de patients, le groupe des patients qui a été opéré et le groupe des patients métastatiques qui ont suivi un traitement systémique, on avait 240 patients opérés, 570 patients métastatiques. Les patients qui ont été opérés l'année de la chirurgie, leurs soins ont entraîné 2,2 tonnes de CO2 cette année-là. Les patients traités métastatiques, traités par des thérapies systémiques, leur traitement a émis près de 10 tonnes, donc le double d'une émission annuelle d'un Français sur une année de traitement. Et donc la dernière étape de notre étude, ça a été d'essayer d'imaginer quel est l'impact d'un dépistage organisé. C'est-à-dire que pour trouver un cancer bronchique à un stade localisé chez des patients à fort risque de cancer bronchique, des patients fumeurs, il faut réaliser un certain nombre de scanners, beaucoup de scanners, caricaturalement 100 scanners chez des patients fumeurs pour diagnostiquer un cancer. Ces 100 scanners, c'est de l'activité de soins, c'est de l'impact carbone qui va venir s'ajouter au patient qui va ensuite être opéré. Et on a, en prenant quelques hypothèses qui nous paraissaient plausibles, calculé que l'émission de ce dépistage par cancer diagnostiqué était de l'ordre de 1,3 tonnes de CO2 qui venait s'ajouter aux 2,2 tonnes émises ensuite pour la chirurgie, ce qui faisait un ratio tout à fait favorable en faveur du diagnostic précoce de ces maladies pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux soins. Voilà, donc c'est la conclusion très, très sommaire de cette étude, c'est de dire que diagnostiquer et prendre en charge une maladie à un stade précoce émet 4 à 5 fois moins de CO2 que cette même maladie si elle est prise en charge à un stade avancé, et que donc le dépistage du cancer du poumon par scanner faible dose non seulement améliore la survie des patients, ça c'est quelque chose qu'on sait par de nombreuses études très robustes qui ont été menées, diminue la mortalité par cancer du poumon de 20% et la mortalité globale de 5%, mais permet aussi au système de santé une meilleure résilience, de diminuer son impact carbone, et que donc on a tout intérêt à promouvoir le dépistage et bien sûr l'arrêt du tabac qui va avec
en termes de santé publique. Merci beaucoup Valentin pour cette démonstration. On s'en doutait, mais il fallait le démontrer. Est-ce qu'il y a des questions? Une remarque sur les gaz à effet de serre. Tu en as oublié un, en fait, gaz à effet de serre, qui est le principal, en fait. C'est la vapeur d'eau. C'est un gaz à effet de serre, oui, mais qui ne compte pas dans les calculs. Oui, mais le GIEC ne le compte pas, mais humaines. s'il y a un réchauffement solaire, une augmentation des éruptions solaires, une évaporation qui augmente, vapeur d'eau, effet de serre. Donc, c'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique qu'on ne peut pas nier, on le vit. Après, sur les causes intimes du réchauffement, elles sont compliquées. Il y a un papier que je te conseille de lire qui est sorti dans Nature il y a 1 an ou 2, je pourrais te l'envoyer. C'est où des études ont été faites dans le nord du Groenland, qui est un territoire américain maintenant, comme tout le monde le sait. Et là, on a retrouvé dans du permafrost, des régions complètement gelées, ils ont fait des études métagénomiques. On a retrouvé des populations animales, végétales, etc., qui existaient dans des régions subtropicales, en fait. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 1 million d'années à peu près, il faisait plus 10 degrés au Groenland. Voilà, donc il n'y avait pas de glace. Donc le réchauffement, il existe, il est indiscutable. Après, les causes, je vais passer pour le climato-sceptique de la soirée, mais je ne suis pas climato-sceptique au sens où je nie pas voilà. Mais les causes, on pourra en discuter. Tu as des commentaires? Sur les causes du réchauffement, je ne suis pas paléoclimatologue. Maintenant, j'ai notion que le climat a toujours changé au cours de l'histoire sur des échelles de temps géologiques. C'est-à-dire qu'on parle de millions, de centaines de milliers d'années. Là, on parle de à peine 50 ans. Et bon, voilà, c'est pas moi qui ai fait les études et qui affirme ça. Je reprends simplement le consensus international scientifique qui existe sur le sujet. Un petit bouquin d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est un médiéviste qui a une touche à tout de génie, et qui a écrit l'histoire du climat de la France de l'an 1000 à nos jours. Il faut juste le lire, et voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Après, toi, tu as parlé du poumon, mais c'est vrai qu'il y a un peu de biblio aussi sur les techniques chirurgicales. Il y a beaucoup d'efforts ici au CHU sur le bloc opératoire qui surconsomme du matériel à usage unique. Enfin, c'est vrai que, voilà, de la même manière qu'on doit quand même être un peu exemplaire sur des comportements dont le tabagisme et tout ça, je pense que sur le côté, on peut pas continuer à montrer des courbes d'impact de la pollution sans nous-mêmes faire un tout petit peu attention à ce que l'on fait. Et alors, on croit tous que parce qu'on trie nos déchets et qu'on a une poubelle pour les courriers, on va changer les choses. Bon, on voit bien sur ton schéma qu'il faut le faire, mais c'est pas ça qui fait tout quand même. Ouais, tout à fait. Bon, ça répond quand même à une méthodologie qui est quand même assez robuste et validée. Je veux dire, les accords internationaux entre États sont basés sur ces études de bilan carbone. Ça fait 60 ans que l'ONU a dit il y a un problème, il y a une question sur les problèmes climatiques, et donc on va demander aux scientifiques qui s'occupent de la question de faire un peu la synthèse des données disponibles et de nous les publier tous les ans. Bon, voilà, je pense que c'est une problématique qui a fait ses preuves et qui n'est plus trop sujette à discussion. Et après, oui, en effet, il faut qu'on s'empare de la question, mais je pense, je vois autour de moi qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans différents CHU ou CH pour s'emparer de la question, mesurer précisément quels sont les principaux impacts pour mesurer là où on peut être efficace derrière. Et l'impact sur la libération de PFAS, on peut savoir? Alors, les impacts environnementaux de la santé, c'est très large. Là, c'est un focus très... Ça se mesure avec des tubulures pour les perfs. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses. Il n'y a pas de méthodologie reproductible qui existe sur d'autres impacts environnementaux. Le climat est très avancé par rapport à d'autres impacts environnementaux. On pourrait parler de la qualité de l'air, des sols, l'impact sur la biodiversité. Il manque une méthodologie reproductible pour que ce soit évalué à l'échelle macro. Voilà, on peut l'évaluer à l'échelle micro, mais macro, c'est un peu plus difficile.
D'autres remarques? Très bien. Bon, mais parfait. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les orateurs. Il y avait beaucoup de gens connectés également. Merci à toutes les deux pour l'organisation. Et on essaiera de garder le cap, de faire ces réunions annuelles, non pas pour vous faire peur, mais pour en faire un enjeu important dans notre activité. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mardis de l'Oncopole à annoncer? Non, c'est bon. OK. Merci. Merci à tous. Au revoir. Pas les cellules tumorales, parce que ça fait vraiment l'ADN tumoral circulant, les groupes humains, ça a été.